Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Cyril Meunier. Bonjour. Merci d'être là. Finalement, on y est arrivé. Oui. C'était pas gagné au départ. C'était pas gagné, on verra à la fin de l'entrevue, c'était une bonne idée. Voilà, donc Cyril, 57 ans, 3 mandats, part pour un 4e, 3 enfants, 3 mandats, 3 enfants, une fille de garçon, parisien, arrivé à Montpellier-Oulat en 1984. À Carnon, exactement. Voilà. Métier au départ consultant développement local, donc vous conseillez les institutionnels, vous êtes devenu un institutionnel, la logique. On peut dire ça. Je conseille les villes, les départements, les régions, l'État et vous après. Donc maire de Lattes. Lattes c'est un territoire un peu compliqué, il y a une ville-centre avec 2 satellites, Boirargues et Morin. Lattes se trouve au milieu du chantier sud de la restructuration de la métropole. On peut dire ça comme ça. Pas au milieu, mais enfin... Allez-y, continue. C'est une terre qui est une terre d'intérêt général, puisqu'elle relie Montpellier à la mer, et elle a reçu beaucoup de contraintes naturelles, comme le Lez, qu'il a fallu canaliser, c'est ce qu'on a fait quand on est arrivé. Il a fallu fermer le TOT aussi, ce qui n'était pas évident. Le TOT, c'était la décharge à ciel ouvert qui, depuis 40 ans, servait de dépotoir à toutes les communes avoisinantes. Et on a dû supporter le passage d'une nouvelle autoroute, d'une nouvelle ligne de TGV. On est un territoire d'intérêt général sur lequel il ne faut pas baisser la garde pour sauvegarder le cadre de vie de nos concitoyens. Bon, alors, autour de Montpellier, c'est la deuxième ville de la métropole après Castelnau. Donc, on construit beaucoup. On a l'impression que Castelnau et Lattes se tirent un peu la bourre pour être la première commune autour de Montpellier. Non, ça n'a jamais été un sujet de conflit, ni non, de combat avec Jean-Pierre Grand, ni Frédéric Laforgue maintenant. Non, ça n'a jamais été un sujet. Non. Donc maire sans étiquette, n'a pas changé, est élu depuis 2001, c'est ça? Travaille avec des gens de droite, de gauche, travaille avec la majorité départementale, œcuménique. Donc maire à plein temps, conseiller départemental. Depuis peu, s'est dégagé de son poste de vice-président du conseil métropolitain. Oui. C'est comme ça le grand projet à Lattes, c'est le pôle autonomie santé, qui est en route depuis une dizaine d'années, 15 ans exactement. Oui, en projet communal, oui, c'est le plus grand projet et le projet le plus captivant. Au niveau métropole, il y a Aude à la mer qui est quand même pas mal, et une partie de Cambacérès, puisque une partie du quartier sud fait... la partie sud de Cambacérès est sur la commune de Lattes. Donc, politiquement, vous êtes un peu en guerre, vous êtes en guerre contre la métropole de Philippe Sorel. Il y a 2 ans, là, vous avez refusé le marché de Sorel, de créer un groupe politique. Je réponds maintenant ou vous voulez que je réponde après? Vous répondrez après. D'accord. Non, mais vous pouvez répondre maintenant. Vous m'avez dit, je fais une présentation. Non, c'est la présentation, voilà. D'accord, on reste à la présentation. Aujourd'hui, vous verriez bien à la tête de la métropole. Non. Voilà, et vous partez pour un 4e mandat. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Je repars pour un 4e mandat à la tête de la commune. C'est ce qui se dit dans la commune, que vous verriez bien la tête de la métropole. Oui, mais il s'est dit tellement de choses. Vous savez, avant qu'il coupe les ponts avec les maires, une partie des maires de la métropole, il m'avait raconté que je voulais être maire de Montpellier, Philippe Sorel. Et puis après, il a raconté à tout le monde que je voulais être président de la métropole. Donc je ne sais pas, peut-être que la prochaine fois, je voudrais être président de la République. Il me prête des intentions que je n'ai jamais eues. J'ai pas dit que c'était lui qui vous prêtait ses intentions. Si, non, mais quand c'est pas lui, c'est les personnes qui parlent en son nom, ou pour lui. Donc, vous réfutez le fait que vous verriez à la tête de la métropole. Et moi, je me vois nulle part. La question, c'est que j'ai décidé de me représenter pour un 4e mandat à Lattes, parce qu'on a des choses à terminer, et surtout, il faut protéger Lattes sur les grands chantiers que vous avez nommés tout à l'heure, et les grands enjeux. Et à la métropole, vu que pendant 6 ans, Philippe Sorel et les gens qui l'ont suivi n'ont rien fait, eh bien, il va falloir remonter la métropole. Donc c'est vrai que j'ai été vice-président sur les principales compétences de la métropole pendant 16 ans. Donc ce que j'ai dit
C'est que si le sort des urnes faisait que j'étais réélu à Latte et que Philippe Sorel n'était plus élu à Montpellier, eh bien j'étais tout à fait d'accord pour m'occuper des dossiers de la métropole. Mais de là à dire que j'ai envie d'être président de la métropole, c'est pas du tout mon envie première. Mon envie première, c'est de reprendre les dossiers qui ont été mis en jachère, voire même complètement démontés, comme celui par exemple de Maera ces derniers temps, par l'incompétence de Philippe Sorel et de ses équipes. Ok, donc pour terminer le portrait, donc vous aimez le théâtre, manger, vous êtes capable de faire quelques kilomètres pour une bonne table. Je vois que l'ami que vous m'avez demandé d'appeler vous en a donné plus que moi je vous en ai donné comme info. Vous faites de la plongée aussi. Oui. Voilà, qualité honnête, travailleur, pas matérialiste. Non, pas matérialiste. Donc je suis un homme de plus de 50 ans qui n'a pas de belle voiture et qui... Non, je vais pas défaut, s'emporte dans l'émotion, un peu suffisant. C'est ce qu'on dit de moi. On dit que je suis suffisant, hautain, et je ne pense pas que je le sois, mais c'est peut-être l'apparence que je laisse. Voilà, donc on va passer à la une du prochain numéro de La Glorieuse, le 865, SDF, l'ampleur du phénomène à Montpellier. Voilà, ensuite on revient sur le TER en 1 euro, une situation paradoxale. Municipal, au fait, à quoi servent les sondages? C'est une question ou non, c'est le titre de l'article. l'article. Mais ça peut être, c'est une question. C'est un titre sous forme de question. Je pense que ceux qui disent qu'ils ne s'en inquiètent pas sont des menteurs. Il faut toujours regarder les sondages pour voir une photographie, un instant T de ce que pense l'opinion. Ce problème, c'est que l'opinion est très très volatile. De plus en plus, de scrutin en scrutin, on s'en rend compte et que il faut juste le prendre comme une photographie. Ensuite, on revient un peu sur la France insoumise et son jeune leader, Anis Slimane, qui imite son mentor, la République, c'est moi. Voilà. C'est nous tous, la République. Voilà, donc Cyril Meunier, est-ce que vous lisez de temps en temps La Glorieuse? Je vais être très honnête avec vous, pas très souvent, on me la lit parfois, et quand ça me concerne, j'avoue être un peu étonné par les informations que j'y trouve. D'accord. Vous avez été épinglé plusieurs fois par le volatile. Diriez-vous que la presse satirique est nécessaire ou nocive? Alors, la presse satirique est nécessaire. Elle est nocive quand elle n'est pas en mesure de baser ses articles sur des faits avérés. Et ça m'est arrivé dans votre journal, vous savez très bien, Christian, que j'ai été souvent heurté par un certain nombre de vos publications. J'ai appris plein de choses sur ma vie qui n'étaient totalement infondées. Où est la frontière entre la satire et l'intrusion dans la vie personnelle? Alors là, c'est très important, on démarre bien notre entretien. Je pense personnellement, puisque c'est un entretien vérité, que vous sous-estimez les dégâts que vous pouvez occasionner avec un certain nombre de vos articles dans la vie personnelle des gens qui se sont engagés en politique, et que ce soit des hommes ou des femmes, quoi qu'on pense de leurs opinions politiques, ce sont des hommes et des femmes qui donnent de leur temps, avec peu de rémunération et beaucoup d'engagement pour la plupart d'entre eux. Alors quand ils se voient brocarder dans votre journal, en plus sur des faits qui sont totalement erronés, eh bien oui, ça crée, et je vous le dis, à titre personnel, ça m'a créé énormément de dégâts à titre personnel. À une certaine époque, vous avez agonie d'injures, maintenant vous nous parlez, pourquoi ce revirement? Non, je n'ai pas agonie d'injures et je ne vous ai jamais attaqué. Je ne vous ai jamais attaqué, je n'ai pas agonie d'injures. Vous m'avez appelé 2 fois, la deuxième fois, je me suis dit que peut-être qu'un entretien, y compris et surtout face à une caméra, ne serait pas inutile. Et puis il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui pour les gens qui vous écoutent sur l'état désastreux de la métropole et l'urgence de surtout pas revoter pour Philippe Sorel, c'est pour ça que je suis là. L'annonce de Philippe Sorel de reporter sa décision de partir au municipal pour cause d'opération du genou peut-elle être commentée? Alors d'abord, je souhaite... C'est sa vie personnelle. Alors d'abord, je souhaite à Philippe Sorel que l'opération se déroule bien et qu'il récupère l'usage de son genou et que tout se passe très très bien, puisque, comme je vous l'ai dit, on est des hommes et des femmes, donc il ne faut pas l'oublier, je suis un humaniste à la base. La seule chose, c'est qu'il aurait dû faire ça dans les 2 dernières années, il a joué avec le feu, et si ses médecins aujourd'hui lui disent qu'il n'y a plus de délai, il a raison de le faire. Non, j'espère qu'il ne le fait pas pour se victimiser et pour expliquer que sa campagne sera légère parce qu'il n'a pas grand-chose
à dire sur son bilan de positif, puisqu'il n'a rien fait pendant 6 ans. Diriez-vous que le mal au genou, c'est l'arbre qui cache la forêt? Non, il a réellement mal au genou. Hein. Il ne faut pas laisser entendre aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent que Philippe Sorel n'a pas mal au genou. Il a excessivement mal au genou. Maintenant, il peut utiliser cette déconvenue et ce gros problème qu'il a pour éviter de s'expliquer sur son bilan calamiteux et sur les derniers mois où il a en plus hypothéqué les 4 ans à venir. Parce que vous ne faites pas partie de ces gens qui disent que, suite au sondage de Patrick Vignal, lui donnant moins de 20% au premier tour, ça a été un signe déclencheur pour son mal au genou? Écoutez, je serai à la fin de mon premier mandat, on me créditerait dans un sondage de 23% ou de 19%, je pense que j'aurais la dignité de partir. Oui, donc lui, il a son premier mandat, vous allez attaquer vous vous présentez pour un 4e mandat. Oui, mais je pense pas que si c'est pas trop 4 mandats? Non, je pense pas que ça soit trop. Je n'ai jamais été pour l'imitation des mandats, ni en nombre, ni en durée. C'est la démocratie qui décide. On est une vraie démocratie, pas comme en Russie avec Poutine. Et donc, on a le droit de retourner devant ses électeurs. Moi, je pose souvent la question aux bons penseurs, qui étaient des fraîchistes convaincus, et si d'un seul coup, on avait interdit à Fraîche de faire un 4e mandat, qu'en auriez-vous pensé? Et certains me répondent, ah oui, ne pas à Georges. Voilà. Je crois que j'ai résumé avec un exemple local l'intérêt de pouvoir se représenter devant les électeurs. Si on a usé, si on n'a pas un bon bilan, si le projet qu'on présente aux électeurs n'est pas bon, eh bien les électeurs choisissent d'eux-mêmes. C'est pas le mandat de trop? Vous savez, il y en a qui ont fait beaucoup plus de 4 mandats et qui ont été loués pour leur action. Et la respiration démocratique, vous en pensez quoi? Regardez, ce matin, il y a quelque chose qui vient de tomber. Il y a la première ministre de Finlande à, je crois, même pas 30 ans. Oui, mais alors attendez, le jeunisme, il est important. Le jeunisme et le dégagisme. Non, mais le jeunisme et le dégagisme, c'est très à la mode. Ceci étant, il y a un vieux dicton qui dit « on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner ». Et je ne suis pas sûr que le jeunisme, qui a été un des éléments de victoire d'Emmanuel Macron, emporte l'enthousiasme général aujourd'hui. L'expérience, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal d'avoir des gens d'expérience parce que on pense que la politique, ça se fait comme ça, sur un coin de table, la politique gestion de la commune. Non, ça nécessite une réelle compétence, une connaissance des dossiers. D'ailleurs, c'est ce qui a manqué à toute équipe de Sorel et aux quelques nouveaux vice-présidents qui l'ont accompagné depuis que nous, on a refusé de continuer avec lui dans la politisation de la métropole. Et aujourd'hui, je suis ravi de ne pas avoir porté la responsabilité du bilan catastrophique. Donc vous étiez signataire du pacte des maires, de la métropole. Oui, bien sûr. Votre regard sur la gestion de Philippe Sorel? Je vais pas rappeler qu'elle est catastrophique, je vais vous dire juste que le pacte des maires n'a jamais existé. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Tout simplement, il prend ses décisions tout seul, il ne s'appuie pas sur les gens qui sont compétents, il a été incapable de monter à la hauteur d'une métropole l'administration. Il a quand même réussi à faire basculer la métropole qui au départ n'était pas... Non, il n'a pas réussi. N'était pas dans le... Non. On avait tous cet objectif de ne pas manquer le train des métropoles. Il était obligatoire que Montpellier devienne métropole. À l'unanimité, je crois, peut-être une commune en moins, je ne suis pas sûr de moi, mais enfin c'est quasiment l'unanimité des maires, on a décidé de présenter notre candidature au poste de métropole. On a très bien fonctionné pendant 2 ans et demi, il n'y a pas eu de problème. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, son incompétence avait comme miroir la compétence de ceux qui géraient la métropole depuis quelque temps. Donc il a sorti les vice-présidents qui étaient le reflet de son incompétence. Qu'est-ce que vous mettez quand même à son crédit? S'il y a quelque chose à mettre à son crédit? Il y a des questions pièges dans tous les interviews. Je ne m'attendais pas à celle-là. Je cherche. Je cherche. Quand on hérite d'une machine aussi extraordinaire que l'agglomération de Montpellier, avec un niveau de cadre hors pair, dont il vire les principaux en arrivant, dont il dégoûte ceux qui essaient de tenir la barque, quand on est dans une métropole qui fait l'envie de toutes les autres métropoles de France, en matière de fonctionnement, en matière d'accord entre les élus,
qu'on s'invente une politisation bizarroïde pour pouvoir se passer des tenants de la métropole qui ne souhaitent pas qu'il y ait une politisation. Quand on met un tel bins dans l'organisation politique d'une intercommunalité, je pense que c'est difficile de trouver un point positif. Vous en aviez discuté là, avec Philippe Sorel de cette politisation Non, il n'a pas discuté. Il n'a même pas eu le courage de passer les coups de téléphone aux principaux VP que nous étions pour nous dire que si nous on ne marchait pas avec lui, il nous retirait nos vice-présidences. S'il n'y avait pas eu cette politisation, le fonctionnement aurait continué comme au début, ou il y aurait quand même eu un schisme? Je pense que le fonctionnement aurait continué comme au début, et dans le cadre de ce fonctionnement, on aurait pu réorienter ses choix, et on aurait pu le convaincre des erreurs qui étaient les siennes. Le maire de Montpellier doit-il être impérativement le président de la métropole? Pas forcément. Ceci étant, il faut vraiment une relation très étroite entre le président de la métropole, ou la présidente, ça peut être une femme, et le maire ou la maire de Montpellier, pour pas qu'on ait à rencontrer des conflits d'intérêts. La mutualisation des services, puisque c'est un des sujets importants, j'en reviens, je pense que c'est pas une bonne chose au niveau des cabinets, par exemple. Je vous donne un exemple tout bête. On est un cabinet mutualisé auprès de Philippe Sorel pour la métropole et la ville. Et à l'intérieur de ce cabinet, il y a des gens qui sont payés par les impôts de l'ensemble des contribuables des 31 communes et qui passent leur temps sur Twitter ou sur d'autres réseaux aussi agréables soient-ils à descendre les opposants de Philippe Sorel. Et à un moment donné, il faut arrêter, il faut remettre du sens à la gestion. La gestion d'une intercommunalité comme une métropole, c'est chacun qui représente sa mairie, quelle que soit son étiquette, et qui vient défendre les intérêts de sa mairie et défendre l'intérêt commun en prise de décision ensemble. Que vous inspire le fait que Montpellier soit passé 7e ville de France? C'est le fruit d'un travail de 30 ans qui a été fait par avant, avec des défauts et des qualités, mais quand même un dynamisme et une cohérence dans la gestion du territoire qui était reconnue de tous. Et c'est bien d'arriver à être 7e ville de France sur le critère de la population. Mais c'est encore mieux si cette population n'est pas sur la ville de Montpellier à 21% au chômage, si on arrive à avoir déterminé des zones d'activité dans lesquelles on peut accueillir les entreprises. Aujourd'hui, on n'arrive pas à accueillir les entreprises qui veulent s'installer sur Montpellier. On n'a plus de terrain pour eux. Aujourd'hui, le mètre carré dans les nouveaux quartiers, sur un logement neuf, c'est 5 500 à 6 500 euros le mètre carré. Aujourd'hui, pendant 6 ans, Philippe Sorel était incapable de faire le SCOT et le PLU, qui sont les documents d'urbanisme qui permettent de voir dans l'avenir la création de logements. Si on ne crée pas de nouveaux logements, eh bien les prix vont augmenter, les prix à la location, les prix à l'achat. Et donc ça, c'est l'échec d'une politique. Quel candidat soutenez-vous à Montpellier? Aucun. Je soutiens aucun. Vous comprendrez bien que je ne soutiens pas Philippe Sorel. Je pense que je me suis clairement exprimé. Je regarde ce qui se passe entre Mickaël Delafosse, Madame Ollier, Monsieur Altrade et Patrick Vignal. J'espère que la raison va présider à des accords entre eux afin qu'on reprenne le sens de l'histoire de la ville. On a perdu 6 ans, il ne faudrait pas en reperdre 6. Quel serait le portrait idéal du maire de Montpellier? Un homme qui s'occupe de la ville de Montpellier, un homme ou une femme, qui s'occupe de la ville de Montpellier, qui renoue avec les 30 autres maires, parce qu'il y en a certains qui vont changer, et qui arrive à remettre une dynamique de coopération intercommunale. Parce que tous les sujets montpelliérains doivent être traités avec les autres communes. Je parle de la circulation, par exemple. Vous ne pouvez pas le traiter dans l'enceinte de la ville de Montpellier. Le développement économique non plus. L'équité entre les commerces du centre-ville et les commerces de périphérie, avec des stratégies différentes qui poussent à ce qu'ils soient complémentaires et non pas concurrents. Le développement du sport, le développement des activités de loisirs, le positionnement de l'école de commerce. C'est quand même incroyable que l'école de commerce qui fonctionne très bien n'ait pas trouvé encore son lieu d'implantation. Comment m'expliquez-vous qu'on a créé une gare, et c'est une très bonne chose d'avoir une deuxième gare, et qu'on n'ait pas encore mis un seul bâtiment, y compris la Halle French Tech, qui est le bâtiment qui va mettre en exergue l'excellence de Montpellier sur les nouvelles technologies, et qui avait été pourtant arrêté en 2015 avec les architectes. Pourquoi on ne l'a pas encore créé?
On n'a rien fait. On n'a rien fait. Cette mandature de Philippe Sorel, encore une fois, est marquée par l'absence d'un bilan positif. La métropole, selon vous, est-elle une institution d'avenir? La métropole, c'est l'avenir. C'est clair, net et précis, c'est l'avenir. Il y a encore beaucoup de choses à régler. Je comprends que ça soit difficile à saisir pour des citoyens qui ne s'intéressent pas beaucoup à la politique. Mais la politique, avant tout, je tiens à le repréciser, dans mon propos, c'est la gestion du territoire, la gestion humaine d'un territoire et d'une cité. Ce n'est pas la politique politicarde ou politicienne. Donc, à l'échelle de notre territoire, il est essentiel que les décisions soient prises au niveau de la métropole et qu'on puisse porter l'avenir de notre territoire, en particulier en termes d'environnement. D'accord. Vous êtes maire, conseiller communautaire, conseiller départemental. Vous êtes pour la suppression du millefeuille territorial ou il faut continuer comme ça Je pense que c'est un faux problème. Le millefeuille territorial est un faux problème. Il y a des transferts de compétences à donner. Prenons votre question dans un sens général. Quel est l'échelon qui doit disparaître? Aucun. La commune, elle est nécessaire car il faut que les personnes aient un endroit où, à quelques centaines de mètres de chez eux, ils puissent trouver un élu qui leur parle de leurs problèmes du quotidien. La métropole, elle est nécessaire pour inscrire notre territoire dans la compétition nationale et européenne comme étant un territoire d'avenir, un territoire de cohérence, un territoire de développement économique, environnemental et autres. Le département, il est nécessaire pour inscrire sur un territoire beaucoup plus large une non-concurrence entre le rural et l'urbain, et une solidarité et une complémentarité. Quant à la région, là je resterai plus dubitatif parce que j'avoue que les grandes régions m'ont étonné dans la volonté de l'État de tuer les autres régions qui pourtant pour certaines fonctionnaient bien comme le Languedoc-Roussillon. Donc on va passer à votre gestion de la ville de Latte. Donc en 2014, vous avez augmenté les impôts de 10%. Je crois que c'est 9%, mais c'est pas grave, oui. Bon, on parle de gestion serrée aujourd'hui. Bon, là, par exemple, la ville de Castelnau a baissé ses impôts. La ville de Montpellier n'a pas augmenté ses impôts pendant toute la mandature. Voilà. Est-ce que c'est bien d'augmenter ses impôts dans une situation économique difficile? Moi, je ne considère pas que le taux d'imposition, ce soit l'alpha et l'oméga de la politique. C'est quand même important. Oui, si on regarde la politique par un petit bout de la lorgnette, soyons très honnêtes, il faut faire attention au budget de nos concitoyens et au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Mais ceci étant, il ne faut pas mentir aux gens. S'ils veulent avoir des services, et Dieu sait qu'ils en ont beaucoup sur la commune de Latte, pour leurs enfants, pour les seniors, pour la culture, pour les associations, avec un niveau d'entretien de la commune qui est reconnu de tous, et bien tout ça a un coût qui prend plus de 2% par an, et donc il faut pouvoir l'assumer. Alors comme vous l'avez dit, oui, c'est vrai qu'au début de mon mandat, j'ai augmenté de 9% les impôts, depuis ils n'ont pas bougé. Oui, Castelnau a baissé les siens, mais ses taux d'imposition étaient beaucoup plus élevés que ceux de Latte à l'origine, et ils ont eu un développement urbain et économique beaucoup plus fort que celui que je pilote à Latte, car je le fais de façon tranquille. Si je voulais baisser les impôts, eh bien je ferais une sururbanisation, une urbanisation plus galopante, ce qui n'est pas le cas. Alors, politique aussi. Donc, l'AREM a donné son soutien à votre opposant, M. Fourcade. Voilà, vous êtes Macron compatible, lui il est républicain. Comment ça se fait? Comment vous voyez ça? D'abord, je ne l'ai pas demandé. Je ne demande aucune investiture à aucun parti, et ceci depuis que je me suis présenté la première fois en 1995. Donc déjà, pour l'avoir, il aurait fallu que je la demande, celle-ci ou une autre. Je respecte tout à fait les gens qui sont militants dans les partis, je respecte tous les partis, sauf ceux évidemment qui prônent l'exclusion. Est-ce que vous êtes Macron compatible? Je peux être Macron compatible sur un certain nombre de dossiers, sur d'autres, en particulier celui de la méthode, je reste plus que dubitatif. Maintenant, mon opposant, ils sont extraordinaires, ces candidats, ici comme ailleurs, Fourcade ou les autres. Alors, ils sont LR, UDI, LRM. J'attends quels sont les autres pétales de la fleur qu'il va m'annoncer et quelle est la fleur qu'il va mettre en proposition sur ses tracts. Est-ce que c'est un mauvais coup de la députée Miralles? Je le pense, tout simplement parce que
je pense que LRM ici, localement, est séparé en deux parties. Ceux qui soutiennent Sorel et ceux qui ne le soutiennent pas. J'ai cru comprendre que dans les instances locales, quand ils s'étaient rencontrés et qu'ils avaient parlé de Latte, personne n'avait d'avis vraiment tranché et pas vraiment envie de s'en occuper. Et puis d'un seul coup, il s'est retrouvé avec une investiture ou un soutien à une investiture, je ne sais même pas. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le soutien d'investiture des Lattois. C'est tout la seule chose qui m'intéresse. Donc, deuxième point noir un petit peu dans la commune, si je peux me permettre, c'est le rond-point, l'ex-rond-point dans l'Europe. C'est normal. C'est un peu une usine à bouchons, là. Mais, alors, c'est pas une usine à bouchons si vous baladez dans l'ouest de Montpellier et les ronds-points, vous les passez en 25 ça minutes. fait partie des 3 ou 4 points difficiles de la métropole de Montpellier. C'est un point que vous passez en règle générale en moins de 12 minutes. C'est ce qu'on a vu. Passer le... Moi, vous comptez la nuit aussi? Vous comptez simplement la journée? Non, vous comptez les heures de pointe? Non, je suis très honnête. Sur les heures de pointe, vous le passez en 12 minutes. Mais le problème majeur, c'est pas le rond-point d'Europe, c'est qu'on fait passer sur le pont Méjean, qui est le pont qui va à Latte, Ouais. qui est un pont à une fois une voie, hein. On fait passer pratiquement 30 000 véhicules jour, et n'importe quel expert autoroutier vous dira que c'est la capacité d'une 2 fois 2 voies. Après, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le pont qui aurait dû être fait, mais que Sorel n'a pas lancé. Alors, ce pont de la CRRED, oui, c'est le serpent de mer. On avait dit que c'était financé en 2008, oui. Mais en 2011. Oui. Et puis, Sorel a dit que c'était non. Et il y a quelques jours, Midi Libre a dit que c'était oui. Bien, c'est Midi Libre qui a raison. Ah. Voilà. Alors, le pont, il coûte 10 millions. Le pont, il coûte 10 millions. Son financement était accroché à l'urbanisation sur Aude-à-la-Mer et sur une zone d'activité économique qu'on va faire entre Saint-Portail et Mariotte. C'est le long entre les deux autoroutes, du côté de Latte. Mmh. Et on avait des financements qui étaient actés dans le cadre des compensations pour le doublement de l'autoroute et également avec les différents partenaires qu'on avait réunis. Tout devait être mis en œuvre en matière d'études à partir de 2014, c'est-à-dire au moment où Sorel arrive. Comme je vois qu'il lance pas les études, j'ai même proposé que la commune de Latte en prenne la maîtrise d'œuvre, ce qui m'a été refusé parce qu'en termes de compétences, c'était compliqué. Et depuis, les études n'ont pas été lancées. Donc mais c'est un projet qui verra le jour, quel que soit le maire de Latte. Vous voyez que j'en fais pas un argument politique. Qui verra le jour dans les 6 ans qui viennent, puisqu'il est nécessaire. Sinon, on ne peut pas faire Aude, sinon on ne peut pas aménager Cambacérès, on ne peut pas prévoir ce que vous avez dit, le grand chantier du sud de la métropole. Un autre dossier là, qui est bloqué, là, c'est les Hauts de Latte. Donc en 2016, il y avait prévu 2000 logements. Non. Mais non. Il n'a jamais été prévu 2000 logements. Il y a eu un recours, on est tombé à 1000 logements. C'est faux. C'est faux, c'est entièrement faux. Il y a le projet François Fontès où il y aurait 800 logements. Alors, maintenant, revenons à la réalité de ce dossier. Il n'a jamais été prévu sur l'emprise des Hauts de Latte 2000 logements. Jamais, à aucun moment. C'était combien on mélange la ZAC de Aude qui prend la totalité de l'Estagnol, du quartier de l'Estagnol. Alors je parle pour les Lattois, je prie les personnes qui m'écoutent, qui ne sont pas de Latte, ils ne vont pas comprendre. Donc l'Estagnol, les Hauts de Latte et le quartier qui va être rénové sur le Sorièche en cassant les commerces, en mettant l'hébergement, là il y avait 2000 logements. Les Hauts de Latte ont toujours été basés sur un chiffre qui n'a jamais dépassé 1000 logements, l'emprise des Hauts de Latte. À partir du moment où on a commencé avec l'État à négocier ce projet en 2016, on l'a baissé à 800 logements parce qu'on a descendu tous les immeubles à 5 étages depuis 2016. 5 étages, c'est pas trop là dans ce quartier pas du tout. Qui est la campagne. Mais d'abord, c'est pas la campagne. C'est un quartier qui se situe derrière Castorama et que tout le monde connaît entre le Mas de Courant et Castorama. Ça n'a rien à voir avec la montagne de Bellevue qu'on a protégée. Moi, vous savez, quand j'entends la prose de mes opposants, on fait de moi un super urbanisateur. Le problème, c'est qu'au SCOT prochain, je rends 83 hectares encore à la nature sur les zones qui devaient être urbanisées. Et j'ai fait très peu de logements depuis que je suis arrivé en 2020. Enfin, c'est pour ça que vous avez été doublé par Castelnau. Bien sûr, parce que la politique de Castelnau n'a pas été la même que la nôtre. Nous n'avons pas développé d'urbanisation. On a fait le projet Urban Park. Il y a le projet Tinal. Oui, le projet de Tinal, c'est sur 6 hectares, 220 logements. Je vous prie de m'excuser, c'est des villas
avec 4 petits immeubles. Mais si vous écoutez la prose des gens qui font du porte-à-porte à l'heure actuelle, j'apprends que je fais des immeubles à perte de vue. C'est faux. La réalité, elle est elle est très facilement explicable, elle a été expliquée au Latour, et c'est pas du tout ce qui en est dit. Donc, les Hauts-de-Latte, c'est entre Mas-Courant et Castorama. C'était des terrains totalement vierges de toute agriculture, de tout espace naturel, parce que c'est des terrains en terre. Et là-dessus, on met 800 logements, ce qui n'a rien à voir avec ce qui est raconté. Et maintenant, ils n'ont pas gagné au tribunal. Sur le PLU et la modification de PLU, nous avons gagné, sans aucune retenue, contre leur recours. Ils ont gagné contre les 2 immeubles que les 2 promoteurs qui avaient hâte de déposer leur permis ont déposé, qui sont les immeubles des promoteurs Pitch et Pégase. Et ils n'ont pas gagné l'annulation des permis. Ils ont eu des annulations partielles pour conforter les corridors verts qui vont permettre aux chauves-souris d'aborder ce site. Ceci étant, les chauves-souris, tout le monde sait pertinemment que dès qu'il y a des habitations, c'est le cas des quartiers qui sont autour, ils préfèrent être sous les toits parce qu'il y a à manger et il fait chaud. Voilà, donc vous soignez les chauves-souris. Mais bien sûr qu'on choisit. Et de toute façon, dans le projet des Hauts-de-Latte, il était prévu de faire un corridor pour ces animaux. On en a fait 2. Donc on est irréprochable. Donc vous êtes presque maire vert. Ah mais je suis plus que maire vert. Parce que si vous regardez bien, j'ai rendu beaucoup plus à la nature et nos engagements environnementaux comme les maisons de la nature. Le rachat de pratiquement 16 hectares pour faire un espace vert aux portes de l'Arc à côté du musée. Tout ça, c'est nous, en 20 ans. Donc je n'ai pas du tout à rougir d'être vert, si vous me permettez ce petit jeu de mots. Et l'urbanisation à Latte a été complètement contrôlée en 20 ans. J'ai urbanisé 12 hectares quand mes prédécesseurs, dans les 12 dernières années, en avaient fait 120. Ça va? D'accord. Oui, c'est vrai que sur ces chiffres-là... Mais il y a des choses qui sont simples, vous savez, il y a les oui-dire, c'est un peu comme la vie privée, ça, hein. C'est les oui-dire et puis la réalité des choses. Moi, je me défends qu'avec la réalité des choses. Tenez, on va terminer donc par cette question chapeau, si vous voulez bien. Ah ben, il n'y en a que 2. Oui, voilà. Ah ben, quand je passais les examens, il y en avait plus. Allons-y. Alors, on l'ouvre, on pose la question à haute voix et puis je réponds, c'est ça? Oui. Seriez-vous prêt d'accueillir dans votre pôle autonomie santé Philippe Sorel pour soigner son genou? Bien sûr. Bien sûr. J'espère pour Philippe Sorel qu'après son opération, il retrouvera toute son autonomie et je lui souhaite du fond du cœur. Maintenant, si Philippe Sorel, à l'issue de cette opération, sort handicapé et a besoin d'aide technique et technologique, évidemment que Philippe Sorel sera le bienvenu pour qu'on lui dise, dans les 10 000 références que nous avons d'aide technique et technologie, ce qui fait de nous la banque de données européenne la plus importante en la matière, on lui dira quels sont les outils qu'il peut utiliser ou acquérir pour être le plus longtemps autonome en matière de santé. Mais une fois 10 000 techniques 10 000 aides techniques et technologiques, oui. C'est le plus gros fichier en Europe. C'est une des plus belles réalisations, mais je crois qu'on n'a pas le temps de vous l'expliquer durant cette entretien. En 2 mots aussi, 2 mots. En 2 mots, c'est très simple. En 2004, on était, comme nous sommes une liste, alors pour peu vraiment citoyenne, on s'est, après avoir réparé, avoir protégé contre les inondations là, après avoir annulé le TOT, après avoir permis la première modernisation de Maera. Vous ne m'avez pas posé de questions sur Maera, parce que c'est important ce qui s'est passé sur Maera. Je veux bien durer un peu plus longtemps si vous voulez bien. On a fait un numéro spécial sur Maera la semaine dernière. D'accord, je ne l'ai pas lu. J'espère que vous avez dit qu'il a tout gâché et qu'il a repoussé à 3 ans la gestion écologique du Lez à Maera, et puis qu'il va planter, par sa méconnaissance du dossier, sa mauvaise gestion du dossier, il va planter pendant 3 ans le développement urbain de 19 communes, dont 6 qui sont sur l'étang de l'Or. Et ça va faire augmenter les loyers, ça va faire augmenter le déficit de terrain pour accueillir des entreprises, et ça va être un des poids durs que nous allons devoir porter durant le prochain mandat à la tête de la métropole. Je reviens sur le pôle autonomie. Le pôle autonomie santé, en 2004, avec mes collègues de mon groupe, nous avons décidé que la commune de Latte serait auprès des gens quand ils rencontrent le handicap. Parce que quand vous rencontrez le handicap, quelle que soit la raison, que ce soit votre enfant quand il naît, que ce soit suite à un accident, mais dégénératif, ou avec vos parents quand ils vieillissent,
eh bien, vous êtes vraiment dépourvu de toute solution et vous rencontrez la solitude. Je pense en particulier aux personnes qui accompagnent un conjoint, une conjointe, par rapport à ses défauts d'autonomie, d'Alzheimer, en plus, les scléroses en plaques, enfin, tout ce qui fait que le quotidien de beaucoup de familles sont vraiment très très difficiles. Eh bien, on s'est dit que la commune de Latte, qui est la seule en France, offrira un service gratuit à ses concitoyens. Et puis après, on l'a ouvert à pas mal de communes du département, parce que le département nous a aidés. C'est le seul soutien qu'on a eu jusqu'à présent. C'est ouvert à toute la France ou simplement au département? Non, c'est ouvert au Latois et aux gens des communes avoisinantes, et c'est ouvert à toute personne du département, puisqu'on fait de la prescription avec le département sur cette affaire. Et donc on les aide à d'abord comprendre ce qui va leur arriver, surtout si ça doit dégénérer, et ensuite on s'est rendu compte qu'on avait un déficit d'information sur les aides techniques et technologiques. Alors c'est quoi les aides techniques et technologiques? Une aide technique, c'est par exemple celle que vous pouvez connaître, une cuillère coudée pour quelqu'un qui a de l'arthrose déformante. C'est un système pour ouvrir une boîte de conserve quand vous n'avez plus la force. Et puis une aide technologique, c'est des capteurs chez vous qui prouvent que vous allez bien, en particulier quand on a des adultes handicapés mentaux, et vous savez le déficit de place qu'il y a et le drame que c'est pour les familles. Quand on les installe dans les appartements seuls, il faut des capteurs pour savoir si tout se passe bien. C'est également, dans le cadre du travail, des exosquelettes qui permettent à quelqu'un de continuer à travailler alors qu'il n'en a plus la force, ou à soulever des poids qu'on n'a pas la capacité. Et là, on a réuni en 10 ans d'existence, on a aidé déjà 10 000 personnes, c'est énorme. Et puis, on a réuni une banque de données de 10 000 aides techniques et technologiques, ce qui fait de nous vraiment le pôle européen. Et j'espère que ça permettra à Montpellier d'avoir une filière industrielle qui, enfin, fera décoller l'économie de notre métropole que j'aime tant. Très bien, mais écoutez, sur cette présentation détaillée de ce pôle santé, c'est comme ça que ça s'appelle? Pôle autonomie santé. Autonomie santé. On a été retenu par l'État dans le Montpellier Capital Santé, et le bâtiment de 2700 m² qui va accueillir le pôle, qui est à l'heure actuelle accueilli dans des locaux communaux, et qui va devenir un pôle métropolitain avec des partenaires privés comme Schneider, comme La Poste, etc., va s'installer dans 2700 m² à côté de Carrefour, sur l'avenue de la Mer. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci de vos questions.